Qui a la force en toi pour le faire. Traverser les orages et les déserts. Aventure-toi sur le plus beau chemin. Le monde est immense, il t'appartient. Au plaisir de vous retrouver, fidèles téléspectateurs de la chaîne PCU Télévision. Je suis Merdi Tchankana-Tondo, journaliste et présentatrice de votre belle émission scientifique Les Érudits. Je suis très ravie de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs et je suis accompagnée de mon invité. Comme vous le savez, je n'ai jamais été seule. Il est juste à côté de moi, le très cher politologue en formation, je peux dire. Bonjour. Bonjour madame la journaliste. Comment vous allez? Cela, je vais très bien par la grâce de Dieu, merci. Comment a été votre route de par la maison jusqu'ici? Sinon, la plus grande problématique qui engendre nombreux retards dans la vie de Kinshasa, c'est la problématique liée aux embouteillages. Des embouteillages, en tout cas. Oui, comme le temps nous a été imparfait, j'ai fait le milieu pour être à l'abri de ces embouteillages-là. J'avais quitté la maison trop tôt. Il faudrait toujours faire de notre mieux de pouvoir quitter à la maison vu les embouteillages qui encombrent d'autres villes, province de Kinshasa en fait. Bien évidemment. Veuillez vous présenter aux téléspectateurs qui nous suivent en ce net moment. Oui, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Lobo Liévin, politologue en formation, étudiant en sciences sociales, politiques et administratives à l'université de Kinshasa. Encore une fois, je suis ravie de partager ce moment, ce plateau avec vous, très cher Liévin Lobo. Alors, nous allons parler sur la thématique qui est les conflits liés, le principal conflit que notre pays, la RDC, fait face. Alors, quelles sont les principales sources des conflits en RDC aujourd'hui et comment peuvent-elles être résolues pour favoriser une paix durable? Oui, merci beaucoup madame la journaliste pour la question. Avant que je rebondisse sur la thématique de notre émission aujourd'hui, j'aimerais vous faire un peu une petite étymologie de toutes les différentes frustrations qu'a tendance à subir notre pays liées au conflit. Ça remonte de l'époque coloniale. Lorsque les colons sont arrivés sur notre sol, sur les sols congolais et particulièrement sur notre sol congolais, ils nous ont trouvés ici avec les États ici qu'ils appelaient primitifs, que moi j'aime affectueusement appeler les États traditionnels. Ces États avaient une organisation qui était adaptée, avaient une structure, et ces États-là étaient très bien structurés. Il y avait une gouvernance adaptée aux réalités sociales africaines. Lorsque les gens sont arrivés, ils ont trouvé que non, notre mode de vie était adapté à l'air. Un mode de vie qui n'est pas forcément loin de leur mode de vie. Ils n'ont pas digéré cela. Donc, ils n'ont pas digéré cela parce que vous vous souvenez avec moi que non, c'est depuis l'époque, c'est 50 ans avant 1885, au niveau des fameuses assises de Berlin, que le royaume Congo avait déjà une ambassade au niveau des Vatican. Une ambassade qui plaidait aussi sur les mauvaises conditions de traitement que Tipo et ses poulains maltraitaient nos concitoyens, les citoyens congolais. Et c'est par là que le roi avait instauré ce qu'aujourd'hui les Blancs se frappent la main sur la poitrine en se disant que non, le quatrième élément constitutif de l'État qui est la reconnaissance internationale et leur invention. Alors que c'est faux. Vraiment. La reconnaissance internationale n'a jamais été une invention purement des Occidentaux. Depuis l'époque coloniale, nous, on avait une collaboration intense avec tous nos États ici traditionnels. Chacun des États traditionnels, chacun de nos empires, chacun de nos empires avait de parfaites collaborations avec les empires et les royaumes ici frontaliers. Et cela a fait de sorte qu'il y ait de parfaites collaborations, de parfaits dialogues, qu'il y ait une collaboration intense entre tous ces États traditionnels. Et comme je le disais tantôt que les Blancs n'ont pas digéré cela, et la plus chose simple à faire pour eux était de nous diviser, comme le dit bien évidemment l'un de leurs plus grands principes, diviser pour mieux régner. Diviser pour mieux régner. Diviser pour mieux régner. Ils nous ont divisés. Les Blancs nous ont divisés. Ils nous ont divisés en faisant recours bien évidemment à ces principes que je venais d'évoquer tout à l'heure. Lorsqu'ils ont fait recours à ces principes-là, ils ont commencé à tirer les ficelles.
ils ont commencé à tirer les ficelles. Par exemple, j'aimerais évoquer un peu un exemple ici, de la partie sud-centrale du pays. Ils ont incité aux Katangais d'haïr les Louba, pour la simple cause que les Louba étaient vantards. Pourriez-vous imaginer aussi? Dernièrement, il y a eu de... Et vous avez, c'est d'ailleurs, c'est ça d'abord la source de beaucoup d'hostilités qui se perpétuent aujourd'hui dans cette partie du Grand Katanga. Divisé pour mieux régner. Vraiment. Ils ont fait recours à cela. Ils ont incité le peuple katangais à haïr leurs frères, dont auparavant ils vivaient de parfaite collaboration, ils vivaient convivialement bien. Et tout cela démontre combien toutes nos différentes sources de conflits aujourd'hui émanent de là. Ça émane de là. Et alors que je rebondisse maintenant sur la question. Pour favoriser la paix, Allez, que je rebondisse maintenant sur la question, c'est la question qui fait l'unanimité de notre thématique. Il y a la République du Congo compte toute une légion de conflits. Toute une légion de conflits. Particulièrement, il y a les conflits ethniques. Vous serez sans ignorer que la RDC compte 250 ethnies aujourd'hui, 250 ethnies, et toutes ces différentes ethnies constituent une diversité culturelle. Elles constituent une diversité culturelle. Et aujourd'hui, fort malheureusement, au lieu qu'on se réunisse, au lieu que toutes ces tribus-là s'unissent afin de fédérer leurs forces pour apporter un élan de développement dans notre pays, nous sommes aujourd'hui victimes d'une barbarie et d'une théâtralisation de la part de certains politiciens vraiment qui tirent les ficelles. Aujourd'hui, les réalités des groupes ethniques en RDC qui devaient être en quelque sorte une chose qui allait booster le développement, l'apogée de notre pays, est aujourd'hui en train de tirer la RDC du bas. Vers le bas. En train de tirer la RDC vers le bas. Vous comprenez avec moi que non, c'est là où il y a les plus grands problèmes. Aujourd'hui, l'autre conflit, les conflits armés, la présence immense des groupes armés, non seulement locaux, mais aussi internationaux. Il y a sur notre sol des groupes armés ici, des Occidentaux. Il y a les groupes armés ici qui sont dans nos carrés minières, qui commettent des bavures, qui commettent des pertes en vies humaines, alors qu'ils sont sur notre sol. Et tout cela fait de sorte qu'il y ait des frustrations. Tout cela fait de sorte que la paix que nous avons tendance à souhaiter puisse s'éloigner de nous. Surtout. Puisse s'éloigner de nous. Il y a encore les conflits dus à la mauvaise gouvernance. Vous savez, c'est l'une des plus indispensables sources de conflits dans notre pays. La mauvaise gouvernance. La mauvaise gouvernance. Aujourd'hui, nulle part ailleurs, vous comprendrez, madame la journaliste, qu'il y a un pays qui s'est développé avec les institutions stables. Il n'y a aucun pays au monde qui s'est développé avec les institutions stables. Il n'y a aucun pays qui s'est développé avec la corruption. Il n'y a aucun pays qui s'est développé avec les détournements et tout, vous le savez. Ce ne sont que des pays en voie de développement. Des pays en voie de développement, bien évidemment. Chacun ça. Surtout comme le nôtre. Surtout comme les nôtres. Surtout comme le nôtre Congo. C'est un pays en voie de développement qui est en proie à nombreux défis. Nombreux défis. Défis liés particulièrement à la corruption, comme je venais de l'évoquer. Et par toutes ces différentes sources, sources de conflits, nous ne pouvons que faire allusion à un apogée pour notre pays que nous n'allons malheureusement pas atterrir à cet apogée-là. Très bien, je crois que la réponse a été vraiment très pertinente de la part de notre invité et je crois que les téléspectateurs, tout comme moi, sont bien évidemment d'accord à tout ce que vient de numérer notre très cher politologue, M. Liévin Lobo. Et comment les acteurs locaux peuvent-ils être impliqués dans le processus de paix et quelles initiatives ont déjà montré des résultats positifs? Voilà. Les acteurs locaux sont ici les principaux acteurs des conflits et des paix au sein de nos régions. Fort malheureusement, Kinshasa, le gouvernement central, n'implique pas forcément les acteurs locaux à la recherche de la paix au niveau de nos bases. Kinshasa, le gouvernement central, n'implique pas les acteurs locaux. Parce que vous serez là sans ignorer, madame, si aujourd'hui, dans la partie est du pays, on impliquait les chefs coutumiers au programme de désinsertion et de désarmement de tous les groupes armés. Il allait y avoir une vitesse de croisière
et on allait brutalement retrouver une paix. Mais aujourd'hui, nous sommes confrontés à une réalité tout autre que celle qu'on attendait. Une réalité purement imaginaire. Quelqu'un qui se réveille un bon matin, qui dit non, je suis notable de tel. Il vient ici à Kinshasa, il fait ses recours pour qu'il soit attiré par le gouvernement central afin de se faire des gains. Alors qu'en principe, il n'est plus le principal acteur qui allait retrouver la paix dans cette partie est du pays. Aujourd'hui, si on impliquait les chefs coutumiers, comme je le disais, dans les programmes de désinsertion sociale, de désarmement des groupes armés, moi je trouve que ça allait faciliter à ce que les armes baissent au niveau de l'Est de notre pays. Vous savez, madame, la loi portant l'organisation des ETD, des entités territoriales décentralisées, cette loi-là avait pour finalité de booster le développement au niveau de la base. Fort malheureusement, par manque d'implication des acteurs ici de la base, le décollage au niveau de la base de notre pays peine à souffler. Ça peine à souffler. Parce que ces acteurs, ce sont les acteurs-là qui sont en face des réalités. Ce sont ces acteurs-là qui sont en face de leur quotidien. Malheureusement, lorsqu'on ne leur implique plus dans tous les programmes locaux, on peut qu'ils s'attendent à ce que nous attendons aujourd'hui. À ce que nous attendons aujourd'hui. Donc, selon vous, les acteurs locaux et tous les autres, comme vous venez de dire, que ça, il devrait plutôt être... vous venez de dire quelque chose. Je venais de dire qu'on devait impliquer les acteurs locaux, les chefs coutumiers, les chefs coutumiers, tous les différents notables de toutes les différentes régions. C'est vraiment on devait les impliquer dans tous les différents programmes de désarmement des groupes armés. Parce que ce sont eux qui sont en face des réalités. Ce sont eux qui connaissent le terrain. Ce sont eux qui connaissent, qui mettent leur énergie. Ce sont eux qui perdent leurs fils et leurs filles. Ce sont eux qui devraient en principe être impliqués dans tous les différents programmes. Mais fort malheureusement, lorsqu'il y a Kinshasa est tenté de s'encaparer tous les différents programmes en se frappant la main sur la poitrine, parce que Kinshasa, c'est le gouvernement, c'est le pouvoir central. Alors que la réalité reste toujours ce que nous constatons, ça sombre toujours. Alors, quels sont les rôles des organisations internationales et régionales jouent-elles dans le maintien de la paix en RDC et comment peuvent-elles améliorer leur efficacité? Particulièrement en République démocratique du Congo, avec toutes ces diversités des ressources naturelles que nous avons, faire confiance à l'une des organisations internationales, c'est gaspiller longtemps. Parce que l'histoire la plus récente renseigne que lorsque on s'est intégré dans l'organisation internationale de l'EIAC, l'État économique des États d'Afrique de l'Est. Cet organisme international nous a montré ses limites, nous a montré sa pire mauvaise foi. Cet organisme, aujourd'hui la République du Congo, elle est comme une femme, une belle femme. Lorsque vous voyez un séducteur s'approcher auprès d'une femme, il vient que pour ses propres gains, pour ses intérêts mesquins. Il peut dire qu'aujourd'hui, il veut vous épauler, bien évidemment, vous épauler en vous tendant une main de l'aide, en vous tendant une aide. Mais en réalité, il a une agenda caché. Il a déjà caché. C'est pourquoi pour moi, je compte que les organismes ici internationaux ne peuvent en aucune fois booster à aucun moment la paix dans notre pays. On devait que se contenter de nous. On devait pointer le mal du doigt. On se positionne. On favorise les réconciliations entre nous. On favorise pas mal de choses. On s'est dit, on a tant souffert. Il faut qu'on mette toutes nos énergies en rail, afin qu'on lutte ensemble au niveau interne entre tous les différents acteurs, entre tous les différents acteurs nationaux. On met les énergies, on fédère les forces. Vos histoires des affinités idéologiques, les affinités politiques, ça devait cesser. Ça devait cesser. Ça devait cesser. Parce qu'à l'époque, madame, lorsque la Chine a été confrontée à une agression japonaise, le président chinois à l'époque, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a appelé à celui qui avait occupé Hong Kong
Il lui a appelé. Il a dit, mon frère, aujourd'hui nous sommes confrontés à une agression barbare de la part du Japon. Le Japon, ce qu'il veut, il veut s'accaparer de nos territoires. Il faut qu'on fédère nos forces. Fédérons nos forces en paix, qu'on lutte pour cet ennemi commun qui est le Japon. Et à l'époque, le président chinois avait séduit son interlocuteur, son compatriote, qui s'était accaparé la vie de l'entité de Hong Kong. Et lorsqu'ils ont boosté dehors le Japon, et jusqu'à aujourd'hui, vous savez, jusqu'à aujourd'hui, Hong Kong est resté comme une entité à part entière, une entité périphérique de la Chine. Suite à cela, suite à cette bonne foi-là, d'accepter l'appel patriotique. Mais aujourd'hui, nos acteurs politiques congolais, ils devaient fédérer les forces. Cesser des affinités ici idéologiques, cesser avec des apparences politiciennes, mettre en place des énergies. Enfin, parce que nous connaissons déjà notre ennemi commun. Avant, on ne connaissait pas celui qui activait le fait au niveau de l'Est du pays. Aujourd'hui, nous connaissons notre ennemi commun, il n'est pas même à citer, c'est le Rwanda. Notre ennemi commun, c'est le Rwanda. On devait fédérer nos forces. La classe politique congolaise devait se constituer en un seul homme pour lutter contre l'ennemi commun qui est le Rwanda. Alors, qu'est-ce qui empêche alors que, pour que en fait, qu'est-ce qui empêche pour que l'on puisse réunir nos forces et attaquer directement au lieu de c'est l'égoïsme de nos politiciens. Aucun politicien ici ne peut se frapper la main ou la poitrine en disant qu'il se bat pour l'intérêt général. Tous sont les poltrons. Ils nous mentent à la portée de tout le monde. Ces gens-là ont peur particulièrement de leurs intérêts. Pourriez-vous imaginer quelqu'un qui a peur de ce qu'il possède dans ses propres poches? Vraiment. Toutes nos différentes figures emblématiques, qui s'appellent figures emblématiques aujourd'hui dans la scène politique congolaise, sont animées de mauvaise foi. Oui. Sont animées de mauvaise foi. Parce que nous connaissons aujourd'hui. Vous allez les entendre lorsqu'ils animent leur matinée politique, dire les Rwandais, dire les Rwandais. Mais ce que vous dites reste que les dire. Qu'est-ce qu'en pratique vous faisiez? Vraiment, on ne voit rien. Les concepts pragmatiques. Ce sont des théories. Les concepts pragmatiques pour certaines de nos autorités politiques, de nos personnalités politiques, est comme un cauchemar. Ils ne veulent plus entendre parler d'un concept pragmatique. Je ne sais pas si ce concept-là leur a fait quoi, je ne sais pas. Ils ont tous tendance à s'attacher aux idéaux théoriques. Vraiment. Et cela ne nous emmène nulle part. C'est pourquoi je disais avec moi que non, nous devons aujourd'hui, comme nous avons déjà connu notre ennemi qui est le Rwanda, fédérer nos forces, ne plus faire confiance à l'un des organismes, à l'un des organismes internationaux. On devait fédérer nos forces. On s'est fait nous-mêmes confiance, afin de pouvoir booster l'ennemi commun qui est le Rwanda dehors. Donc c'est ça, nous devrions fédérer nos forces pour attaquer l'ennemi commun que nous connaissons déjà, qui est le Rwanda. Alors, comment les questions de justice traditionnelle peuvent-elles être élaborées pour favoriser la réconciliation entre les différentes communautés? C'est l'un des points cruciaux qui allait atténuer les armes et qui allait atténuer toute cette instabilité au niveau particulièrement de la partie est du pays. Vous savez, aujourd'hui, la question de la justice transitionnelle, c'est une question sacro-sainte. Cette question-là, elle est sacro-sainte. Aujourd'hui, la justice transitionnelle devait faciliter la réparation des victimes, devait faciliter la compensation. Chacune des victimes devait se retrouver. Lorsque ceux qui commettent des bavures seront en place d'un tribunal qui va commencer à les juger, que tout coupable soit mis en justice, soit carcéré. Que tout coupable, parce qu'il faut qu'ils se mettent d'abord d'accord que ce qu'ils commettent, ça cause de la perte en vie humaine. À vrai dire, hein. Et après, on va les jeter en prison. Et la vie humaine est très importante. La vie humaine, elle est sacrée. C'est vraiment sacré. La vie humaine est sacrée. Vous savez, nos mamans qui sont violentées aujourd'hui, lorsque ces mamans-là se voient, ou lorsqu'elles se baladent, elles se voient aux côtés de celui qui l'avait violée. Vous pouvez imaginer la lourdeur qu'elle peut avoir dans son cœur. Wow. On devait jeter tous ceux qui sont impliqués dans les atrocités, tout au niveau local,
c'est que tous ces gens-là devaient être jetés en prison. C'est la plus simple chose à faire que ça. C'est la plus simple de choses à faire. La vie humaine, elle est vraiment sacrée. Alors, nous ne devrions pas en jouer avec. Alors, quels sont les impacts des ressources naturelles sur la dynamique des conflits en RDC? Et comment peut-on promouvoir une gestion durable de ces ressources? Voilà. Vu que la RDC est ici avec des ressources en gogo, la RDC a toute une poubelle de ressources naturelles. La plus chose simple à faire pour nos autorités était d'étaler un système transparent de répartition de ces ressources. Un système qui allait satisfaire à tout le monde. Une politique gouvernementale basée dans les différents carrés miniers qui allait plaire à tout le monde. Oui. Parce qu'aujourd'hui, dans les carrés miniers, dans certains carrés miniers, qu'est-ce que vous constaterez avec moi? Il n'y a que les gens qui sont forts qui font des lois. Il n'y a que eux. Il n'y a que les gens qui sont forts qui font des lois. Si vous n'êtes plus fort, vous ne pourriez rien faire. Vous aurez que vos yeux pour pleurer dans une fête de celui qui avait moissonné quelque chose dans sa zone. Et tout cela, faute de quoi? Faute d'une bonne politique gouvernementale basée sur la répartition de toutes nos différentes ressources naturelles. Très bien, j'espère que les téléspectateurs qui nous suivent sont vraiment convaincus des réponses qui répondent, des réponses qui répondent notre très cher invité, Monsieur Liévin, politologue en formation, si je peux le mentionner, en formation. Comment la participation de femmes et des jeunes dans les processus de paix peut-elle être renforcée pour garantir une représentation équitable? Voilà. On devait assimiler les jeunes filles à la publicité des désarmements et des insertions. Vous savez, les jeunes filles ont une tendance séductive. Oui. Lorsque une dame se pointe devant toi et avec des mots ici et logiques, vous serez, même si vous êtes plus consistant que la pierre, vous serez que séduit. Vraiment. Et les dames, ils devraient être les actrices très principales du développement ou de l'apaisement des hostilités dans notre partie est du pays. Elles devront passer avec des pancartes de publicité. Les dames devaient ici passer avec des pancartes de publicité. On devait aussi les insertionner dans tous les programmes d'insertion et de développement, dans la publicité, sur la paix. Dans la publicité sur la paix, vous allez faire qu'ils fassent des bars, qu'ils se baladent dans des chaînes de télévision pour prêcher à la paix, pour chanter à la paix. Parce que lorsqu'une dame passe, parce que la paix, ça devrait être le socle de tout. Ça devrait être le socle. Le socle. Voilà, ça devrait être le socle de tout. Pour moi, je considère la publicité d'une femme comme la plus indispensable pour qu'on retrouve la paix dans notre partie est du pays. Très belle réponse. Alors, comment la gouvernance et la lutte contre la corruption peuvent-elles contribuer à établir un climat de confiance propice à la paix? Voilà. La gouvernance, c'est l'un des plus grands éléments qui apaise les tensions dans des États. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a une frustration permanente au niveau de nos entités, c'est suite à l'illégitimité du pouvoir. Lorsque vous avez un pouvoir ici illégitime, cela causera que des frustrations. Et si on a des représentants valablement votés par les électeurs, par le petit peuple, on allait voir que le peuple n'allait plus être lésé. Parce que la légitimité joue un grand rôle dans l'apaisement des armes. La légitimité joue un grand rôle dans le développement même. Si vous avez un dirigeant légitime, vous voyez aujourd'hui au Burkina Faso, vous savez, Ibrahima Traoré n'a pas passé par une voie élective, mais Ibrahima Traoré possède une légitimité totale. Aucun appel d'Ibrahima Traoré ne peut passer inaperçu. Suite à ça, suite à quoi? Suite à sa légitimité. C'est pourquoi vous avez remarqué que son plus simple appel pour que son peuple puisse être recruté dans l'armée a été accueilli à l'unanimité
par la majorité des jeunes burkinabés. Oui. Suite à quoi? Suite à sa légitimité. Imaginez si nous avons aujourd'hui des dirigeants légitimes. Parce que nous connaissons, d'une part, le conflit dans la partie est du pays est enflammé par nos Congolais, nos propres Congolais. Oui. Imaginez si tous ces acteurs-là, tous ces acteurs des groupes armés, avaient une totale confiance aux autorités. Ne fût-ce qu'un simple appel d'apaisement des armes, aller à tenir les armes. Oui. Suite à quoi? Suite à la légitimité. Mais si vous avez ici des dirigeants qui ne sont plus légitimes, à quoi pourriez-vous vous attendre à un apaisement des armes? Rien. La corruption. Lorsque vous avez des dirigeants ici qui entretiennent la corruption, vous avez des dirigeants, les institutions judiciaires, Oui. qui sont animés avec les magistrats que j'aime, lorsque l'actuel ministre de la Justice les appelle les magistrats vérés. Les institutions judiciaires avec les magistrats vérés. À quoi pourriez-vous vous attendre à de bonnes choses? Vraiment. Vous ne pourriez jamais vous attendre à de bonnes choses. C'est pourquoi les jours où nous aurions des représentants légalement légitimes qui prônent les valeurs, qui ici évacuent loin de la corruption, qui ici gère sur la stabilité des institutions. Oui. Parce que quelqu'un, lorsque vous avez un membre dans un ministère, un ministre, qui ne connaît pas qu'il fera des ans à la tête de ce ministère-là, comment pourriez-vous vous attendre enfin qu'il mette son énergie pour un projet de développement durable? Vraiment. Parce qu'il s'attend que non, demain je ne me réveillerai plus encore sur cette chaise. Oui. Je ne me réveille plus encore sur cette chaise. Cette chaise, elle est une chaise injectable. Elle est une chaise injectable. Je pourrais me réveiller comme ça. J'entends que non, on m'a remanié. J'entends qu'on m'a fait ceci, cela. J'entends qu'on a fait un coup d'État. Tout cela freine l'élan du développement d'un pays. Là, nous tenons déjà vers la fin de notre émission. Vous étant que politologue, étant que l'homme d'État et tout, un message de paix, parce que nous centrons tout ce que nous faisons. Notre chaîne est la chaîne de la paix. D'ailleurs, c'est Pichou TV. Pichou TV, c'est la paix en fait en anglais. Alors, nous prônons la paix et tout. Un message de la paix de la part de notre beau pays. Nous jurons tous que pour la paix, que la paix règne non seulement dans la partie est de notre pays, mais dans toutes les différentes étendues de notre territoire national. Je lance un appel d'éveil patriotique à tous nos jeunes. Aujourd'hui, ce qui m'étonne est de constater que dans certains plateaux de télévision, les débats qui devaient faire l'unanimité, qui devaient attirer l'attention du public, devraient être les débats ici, que les gens débattent sur l'éveil patriotique. C'est ça. L'un des problèmes cruciaux qui aussi est mis dans les dos par la jeunesse quinoise particulièrement, c'est le sens élevé du patriotisme. On appréhende le patriotisme dans les seconds degrés. On appréhende le sens du patriotisme seulement lorsque vous voulez vous adresser à un public pour des gains électifs. Mais la question d'éveil patriotique devait faire un grand succès sur nos différentes chaînes de télévision. Qu'on éveille la population congolaise à s'accaparer l'amour du pays. Qu'on éveille la population congolaise à voir que notre pays, notre très cher et beau pays, on n'en a qu'un. C'est un patrimoine précieux que nous devons, avec jusqu'à la dernière énergie, sauvegarder pour garantir l'intérêt de tout le monde. Très bien, messieurs Liévin Lobo, nous sommes déjà à la fin de notre émission. D'ailleurs, je dis déjà un grand merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis en ce moment. Je dis aussi merci à toute l'équipe technique qui a été derrière les caméras et tout pour que ces belles images puissent vous parvenir dans vos différents postes téléviseurs. Je suis là et je vous retrouve très prochainement sous notre nouveau numéro. Et j'ai dit aussi un grand merci. Je ne peux d'ailleurs pas finir cette émission sans pour autant dire un grand merci à mon DG, en fait, messieurs papa, là vraiment c'est mon père, papa Mike Makenda. Je lui dis infiniment merci pour la confiance et la considération qu'il apporte à ma modeste personne. Et là, je vous dis au revoir. On se retrouve à la prochaine.
qui a la force en toi pour le faire. Traverser les orages et les déserts,